Merci Martin. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement Annabelle et Mathieu pour cette invitation et ce colloque fort riche et stimulant. Je tiens à remercier également tous les plus courageux qui sont encore parmi nous. Je trouve ce colloque très enrichissant parce qu'il, en ce qui me concerne, m'oblige à sortir de ma zone de confort, notamment en côtoyant d'autres disciplines, d'autres champs disciplinaires. Quelques mots de présentation. Donc, je suis anthropologue spécialisé dans les médias, cinéma, télévision, bande dessinée, et je m'intéresse aux technologies numériques. Je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les autoreprésentations, et j'ai un autre axe de recherche sur la mort. Concrètement, ça veut dire quoi? Donc là, je vais vous livrer certaines pistes par rapport à mon parcours et par rapport à ce que j'ai entendu pendant ces 2 jours, qui pourraient, c'est plus des pistes, des intuitions qui pourraient être développées par la suite. Quand vous lisez le livre d'Henri Lefebvre, La production de l'espace, il insiste sur la dialectique, c'est lui qui emprunte le mot dialectique, entre le conçu, le perçu et le vécu. Et les anthropologues, ou les socio-anthropologues, pour ces personnes, se consacrent généralement au vécu des individus. Après, je défonce une porte ouverte par rapport à ces 2 jours. Les architectes, c'est beaucoup sur le conçu, c'est ce qu'on a vu durant ces 2 jours, mais pas uniquement. Et puis, l'articulation entre les 3 est le plus difficile à mettre, à opérationnaliser, je trouve. Dans la formation classique en anthropologie, on te forme comment? Je caricature un peu. Tu dois faire un terrain ethnographique. Un terrain ethnographique, c'est quoi? C'est une rencontre entre un chercheur singulier et un groupe de personnes, une population. On t'invite à faire une immersion prolongée dans un endroit qui n'est pas uniquement physique, bien sûr, et puis à réaliser des descriptions de l'observation participante, des descriptions qui passent par l'écrit, l'audio, la photo ou la vidéo. Et puis tu fais de la méthode qualitative en général, mais pas seulement. Tu peux faire de la méthode qualifiée de mixte. Tu mets des entretiens, des récits de vie. Et on s'intéresse donc au vécu des participants. Les descriptions sont réalisées toujours majoritairement du point de vue du chercheur. Et puis le perçu, malheureusement encore, c'est souvent le perçu du chercheur. OK. Là, je reviens au colloque. Durant le colloque, on a beaucoup cité Pérec, notamment l'infraordinaire. Moi, je me suis intéressé à la description, notamment en lien avec Pérec, d'un point de vue ethnographique. Comment Pérec, ce touche-à-tout, pouvait enrichir la démarche ethnographique. Et il y a 2 choses qui avaient retenu mon attention. J'avais écrit un article qui s'appelle La description mode d'emploi, un jeu de mots, la vie mode d'emploi, la description mode d'emploi, de Pérec à Perrault. Et il y avait 2 choses qui avaient retenu mon attention. C'est un moment, il se place donc dans sa description de choses vues au carrefour Mabillon le 19 mai 1978. Il se place au carrefour et il décrit, il énumère tout ce qu'il voit. Et ce qui est intéressant, c'est le camion à côté. On est dans l'oralité, il énumère tout et c'est enregistré d'un point de vue magnétophone. Après, moi, je me suis posé la question, sur un terrain, je ne peux pas m'amuser à décrire tout ce que je vois de manière orale. Et puis, je reste toujours sur le point de vue du chercheur. Et quand on lit Geertz, les descriptions denses et tout, il insiste, le chercheur est toujours tiraillé entre 2 choses, tout recenser et puis oublier tout de même quelque chose. Donc, on se retrouve là au niveau de la recherche. En lisant Pérec, et puis toujours en lien avec ce colloque, quand vous lisez les choses, je me souviens, la vie, mode d'emploi, il distingue 3 types de descriptions, et puis à côté pour chaque type de description, il accole un type de mode mémoriel. Donc il y a la description de son intimité, de sa sphère privée, ça renvoie à une mémoire singulière, individuelle. Il y a la description des habitudes, des modes, des lieux communs, ce qui fait dans différents endroits de Paris. Là, il y a un nouveau livre qui vient de sortir, ce qui fait dans différents ouvrages. Et ça donne lieu à une mémoire commune, collective. Et il ajoute une 3e description. Description de l'intimité des autres au travers de documents. Ça peut être des photographies de famille, des passeports, etc. Et puis, cette mémoire, il l'appelle mémoire fictionnelle, entre guillemets,
une mémoire qui aurait pu m'appartenir. Là, je cite Pérec. Et puis, ces pistes-là, ouvertes par Pérec, moi, j'ai trouvé intéressantes par rapport à l'espace et par rapport au sacré. Sacré individuel, sacré commun collectif, et puis le sacré fictionnel, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça vaudrait le coup d'être interrogé. Et dans cette idée de individuel, collectif et fictionnel, une mémoire qui aurait pu m'appartenir, on rentre dans l'appropriation. Donc moi, par rapport à mon parcours, j'ai ces idées en tête, et puis j'ai eu l'idée d'utiliser des nouvelles technologies pour essayer de renforcer cette notion de perçu, perçu par les autres. Et donc j'utilise essentiellement un eye tracker, un oculomètre. C'est quoi? Ce sont des lunettes reliées à un téléphone cellulaire. Les lunettes sont conçues avec au centre une caméra vidéo qui filme ce que la personne perçoit et 2 capteurs infrarouges qui mesurent les saccades oculaires. Donc là, c'est plus le point de vue du chercheur, c'est les participants qui, nous on a travaillé sur la ville, à Beyrouth, à Lyon, à Montréal, avec des personnes à mobilité réduite ou non, et on voit leur manière dont elles circulent dans les villes, et puis après, au travers d'une autoconfrontation croisée, on diffuse le film qu'elles ont enregistré, on leur demande qu'elles nous expliquent comment elles s'y prennent pour naviguer dans la rue, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même intéressant en termes de participation et en termes de rapport à l'espace. Et puis, l'autre piste qui est importante, et ce qu'on développe de plus en plus, nous, au Québec, c'est le avec, le par et le pour. On fait des recherches, mais les recherches doivent servir principalement aux concernés, et on développe essentiellement de la recherche collaborative et de la co-construction des savoirs. Et articuler conçu, perçu et vécu, ça serait d'articuler de manière idéale le conçu avec, par et pour, à partir d'un perçu et d'un vécu des principaux concernés. Ce serait ça l'idée qu'on pourrait développer ensemble. Et puis, à un moment, en début du colloque, il y avait Marc Barani qui avait présenté une définition de l'architecture, science des correspondances subtiles. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'architecture, et dans l'architecture vécue ou perçue, c'est plutôt une science des transitions, des négociations et des appropriations subtiles. Et tout ce que un des apports des résultats de recherche au travers de l'eye tracker, c'est la notion de perception et de flux qui me semble intéressant. Et on pourrait faire des essais exploratoires sur la manière dont certaines personnes perçoivent un espace dit sacré à partir de leur propre point de vue, en relation avec des autres, et puis on pourrait analyser ces pistes-là, ces résultats-là. Donc c'était une petite introduction par rapport aux idées que j'ai eues en vous écoutant. Donc là, j'arrive à la communication qu'on a réalisée avec Joseph Josy-Lévy. Donc Joseph est un anthropologue et professeur à la retraite de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Il a énormément travaillé sur l'épidémie de VIH-Sida. Il a travaillé à l'élaboration de l'EPTC2, l'énoncé de politique des 3 conseils au Canada. Et puis, il est un des fondateurs de la revue Frontières. Donc, la revue Frontières, je vous ai mis sur la table le dernier numéro, les technologies numériques et la mort. Et la présentation qu'on a faite s'inscrit au sein de ce numéro que vous pouvez avoir accès gratuitement sur la table. Et puis, notamment, elle aborde les différents enjeux. Il y avait 4 axes thématiques en lien avec le colloque aujourd'hui, du renouveau des rites funéraires à l'ère du numérique. L'autre thème, c'est reliaison entre les personnes survivantes, les morts et les mortes. Un 3e axe porte sur mort, mise en scène et données massives, trouble des frontières entre le réel et le virtuel. Et puis enfin, il y a un dernier axe qui porte sur les enjeux transhumanistes, vivre en ligne et tuer la mort biologique. Donc pour celles et ceux que ça intéresse,
je vous invite à prendre un numéro qui se trouve sur la table. On arrive donc à la communication intitulée « La mémorialisation numérique de la pandémie de la Covid-19 ». Donc, dans un premier temps, par rapport à cette communication, je vais faire une brève introduction. Après, il y aura tout un pan, une première partie sur les mémoriaux en ligne, et puis après, un autre pan sur les images mémorielles. On s'est rendu compte que, un instant, les différentes épidémies n'avaient pas laissé le même type de forme de commémoration ou de mémorialisation élaborée. Il y a plusieurs pandémies ou épidémies qui sont tombées dans un certain oubli. Donc là, on vous a mis un monument pour la grippe espagnole, la grippe asiatique ou la grippe de Hong Kong. Elles ont laissé peu de traces, alors que d'autres présentent nettement plus de mémorialisation. L'épidémie, par exemple, du VIH-Sida a suscité de nombreuses formes de mémorialisation, dont Castex et Kaki font une recension rapide, démontrant l'étendue de la mémoire collective dans les différents domaines d'expression, à la fois Journée mondiale du sida, Journée du désespoir, ruban rouge, création artistique, cinématographique et littéraire, insistant en particulier sur l'AIDS Memorial Kilt. Donc c'est ici la courte pointe commémorative sur le sida, qui aujourd'hui comprend 35 000 panneaux. Et l'intérêt de cette courte pointe, une des fonctions, là je cite Paillard, le patchwork mémoriel entend recoudre la déchirure du tissu communautaire. Il sépare la brisure inacceptable de la mort, celle qui rompt la participation du défunt à la destinée commune, intégrant les disparus dans une commémoration, il leur accorde une place nouvelle dans le monde des vivants. Il atteste que ces gens ne sont pas morts seulement à cause d'un même ennemi, mais, sans peut-être le savoir, pour une même cause. Par rapport à la méthodologie qui a été employée dans cette recherche, on a utilisé différents mots-clés qu'on a cherchés à la fois en français et en anglais. Donc c'était Covid-19, coronavirus, pandémie, mémorial, mémorialisation, mémoire, mort, art, monument, sculpture. Et puis à partir de ça, on a développé deux types de corpus. L'un qui est renvoyé aux mémoriaux en ligne, nationaux ou locaux, et puis un autre à partir de Google Images pour recenser, retrouver toutes les formes d'installation, qu'elles soient permanentes, semi-permanentes, temporaires, et leur contenu. Le seul point à préciser, c'est que ces recherches ont été lancées à partir du Québec. Les moteurs de recherche savent où vous êtes, donc ça pourrait varier d'un endroit ou un autre dans le monde. Et à partir, donc au niveau des mémoriaux en ligne, donc c'est le premier aspect de la communication, la Covid-19, puis la volonté d'honorer ses victimes ont donné lieu à de nombreux mémoriaux en ligne, comme vous allez le voir. Ils sont nationaux, municipaux ou locaux, et ils sont rarement, ce qui est important de le noter, rarement le fruit d'un gouvernement national. C'est essentiellement des initiatives personnelles, des individus qui décident d'une manière personnelle et ou artistique, ou d'associations souvent professionnelles qui décident de créer ces mémoriaux en ligne. Et puis, au travers de tout ce qu'on a vu, donc pour chaque recherche, on épluchait les 5 premières pages obtenues. On a dressé une catégorisation, une typologie. On a identifié les cathédrales numériques, les livres de souvenirs et murs de mémoire, les cartes visuelles interactives, les Covid Memorial Kilts ou Blankets, et puis des plateformes de collecte de témoignages. Donc là, on va commencer par les cathédrales numériques. Donc ça, c'est un premier exemple de cathédrale numérique.
Il a été créé sous les auspices de la cathédrale Saint-Paul de Londres. Et puis ce qu'on peut noter, c'est la trilogie, une nouvelle trilogie. Une question était posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire au travers des différents sites? C'est plus donner, recevoir et rendre. C'est enregistre-toi, regarde et effectue un don. Pour le résumer assez rapidement. Mais c'est quand même intéressant à voir parce que l'autre point qui est intéressant par rapport à cette première page du site, c'est une dimension orale au travers d'une vidéo. Après, ce qui est intéressant avec Remember Me, donc ce projet honore toutes les confessions de tout âge, des personnes qui sont décédées en Grande-Bretagne. On a repris l'idée du fond de la cathédrale, et ce qui est intéressant ici, c'est que donc on représente les personnes qui sont décédées du Covid ou de conséquences du Covid au travers d'une photographie. Vous pouvez cliquer dessus en passant votre souris, et puis vous avez des informations des proches, les dates de naissance, de décès de la personne, et puis une ou deux phrases d'un des membres. Et ce qui est intéressant ici par rapport à cet aspect, c'est que le virtuel précède l'actuel. On veut recueillir des dons en vue de créer un espace au sein de la cathédrale qui permettra de consulter la cathédrale en ligne. Donc là, je vous ai mis un autre exemple de cathédrale en ligne. On retrouve la même chose. Là, c'est à Washington. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez laisser les noms, prénoms de personnes défuntes et lors d'offices religieux au travers d'un service de prière virtuelle. Chaque mois, dans la chapelle de Saint-Joseph d'Arimathie, les noms des personnes décédées sont égrenés lors de la messe. Après, l'autre catégorie qui est la plus commune, c'est le livre de souvenirs et murs de mémoire. C'est la forme qu'on a retrouvée de manière la plus significative et conséquente. Donc là, on est sur un mémorial indien. C'est le National COVID Memorial, qui a été développé par des particuliers. Et puis là, première page du site, on voit ce livre avec écrit « In Memoriam ». L'idée, c'est vraiment un livre de mémoire qu'on va compulser. Et puis, avec cette idée de « souvenez-vous de ceux que la Covid a pris ». Et les pages du livre sont égrenées assez lentement. Il y a une animation visuelle. Et l'idée, c'est de présenter sur chaque page un martyr de la Covid, c'est l'expression qu'ils emploient, accompagné d'une photographie et puis d'un texte. Donc là, on retrouve l'idée de la page. Et le but, au travers de ce site, c'est vraiment de tisser une sorte de livre national, livre des mémoires, avec ce côté tactile du livre, proximité avec les victimes, et puis réunion. Et puis, par rapport à ce site-là, il y a la possibilité de partager la page sur les réseaux sociaux. On peut aussi allumer une chandelle, déposer une fleur ou laisser un message. Une autre forme de site, là c'est à Hamilton. Donc là, ce sont les deux premiers bandeaux du site. On retrouve toujours l'idée des chandelles, du recueillement. On retrouve également l'idée du livre. Et puis, ce qui est intéressant ici, donc Hamilton, c'est une ville en Ontario, au Canada, je ne l'ai pas mentionné. Et là, chacune des étoiles représente un défunt de la Covid. Donc là, une double invitation, à la fois à la commémoration, bougie, et à l'inscription mémorielle. On veut inscrire dans du scripturaire, dans du livre, les défunts. Donc après, c'est la manière dont se présentent souvent les murs de mémoire. Vous avez à chaque fois des photographies, la possibilité de cliquer dessus avec différentes données ou informations sur chaque défunt. Donc ça, ce sont les livres de mémoire. Et puis, vous avez une autre forme, on les a réunis ensemble, ce sont les murs de mémoire. Eux sont composés uniquement de photographies de victimes sous la forme de carrés de petite taille. Tout à l'heure, les livres de mémoire, vous défiliez horizontalement. Là, c'est
verticalement, pardon, là c'est horizontalement. Donc là, vous retrouvez, il y a 11 736 personnes qui sont décédées. Et puis, à chaque fois, bien sûr, vous pouvez voir le profil. Là, un autre exemple, The US COVID Memorial. Et puis, je tiens à préciser, ce site n'existe plus. En quelques mois, certains sites disparaissent. Donc, ça pose un enjeu majeur en termes de pérennité et en termes d'archives du futur. C'est-à-dire que quand vous faites ce genre de recherche, et je me tire dans le pied parce que dans quelques années, tous les liens que j'ai mis au sein du livre seront brisés, ça ne fonctionnera plus, mais ça serait limite quand tu fais de la recherche, tu as un serveur pour archiver tout ce que tu trouves, parce que ça disparaît. Après, la troisième forme, ce sont les cartes visuelles interactives ou dynamiques, qui offrent la possibilité de s'y déplacer, de varier le grossissement, tu zoomes avant-arrière, et puis tu as des éléments qui s'affichent en plein écran. Donc là, c'est un travail qui a été réalisé par Suzanne Brennan-Fürstenberg. Ça s'appelle In America Remember, mais elle avait fait un travail précédent où ça s'intitulait En Amérique, comment est-ce possible ? 3 petits points, en novembre 2020, où au stade Robert F. Kennedy de Washington, elle avait planté 270 000 petits drapeaux blancs en mémoire des victimes de la Covid-19. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a repris la même installation de manière plus grande ampleur sur l'esplanade nationale de Washington. Là, on a 660 000 drapeaux blancs qui ont été plantés, donc vous les voyez ici. Et puis, pour chacune de ces installations, pour chacun de ces drapeaux, vous aviez la possibilité soit d'écrire vous-même un texte en l'honneur du défunt, soit de l'envoyer à un bénévole qui allait l'écrire et qui allait le planter. Donc là, j'ai grossi sur la carte interactive. Et là, vous avez 2 manières d'entrer dans la carte, soit au travers de l'onglet « Recherche », vous recherchez un défunt, soit au travers d'un drapeau, vous cliquez sur un drapeau et puis vous avez le mot qui lui est dédié. Après, vous avez d'autres sites qui ont été faits sur plus grande échelle. Et puis, un autre site que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est développé par l'université brésilienne de Campinas, Unicamp, dans une perspective à la fois historiographique et puis archivistique. Ils ont lancé un projet qui s'appelle Corona Archivo. Je vous invite à aller dessus. Vous avez différents volets. Moi, je me suis juste intéressé à la map interactive. Et au sein de la map, c'est écrit un peu petit, ils ont recensé à la fois les projets des sites numériques, les sites physiques, les graffitis et les autres formes d'art urbain. Donc c'est vraiment, leur travail est vraiment intéressant, vraiment développé et vraiment bien documenté. Après, la quatrième forme, c'est les courtes pointes commémoratives sur la Covid-19. Donc là, quand on a abordé le VIH-Sida, on s'est rendu compte que ça a été développé également par des jeunes élèves états-uniens dans le cadre d'un projet d'action communautaire, jeunes innovateurs dans le monde de la Covid-19, donc avec un site en ligne. Ici, vous voyez la fondatrice de la Covid-19, courte pointe commémorative. Et puis, il y a eu également un volet canadien avec des couvertures, cette fois-ci, qu'on a cousues ensemble pour quelque chose d'assez conséquent, qui fait près de 700 kilos. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque œuvre comprend le prénom et le nom de la personne décédée, avec le consentement de la famille, et un livre mémoriel et en préparation. Là, j'aborde le volet numérique. Ce qui est intéressant dans le volet numérique, c'est qu'on reprend les courtes pointes, les carrés, mais cette fois-ci, il y a un titre, une adresse, à qui ça s'adresse, pour qui ça a été fait. Donc,
les corps professionnels, mais également en l'honneur des masques, ceux qui les font, ceux qui les portent, et puis différents corps professionnels, travailleurs de première ligne, premiers intervenants, docteurs, infirmières, enseignants, ainsi de suite. L'autre point qui est intéressant par rapport à ces courtes pointes en lien avec le numérique, c'est qu'on a des informations au travers des textes. Les textes, la légende, ça officie comme une légende au relais par rapport à ce qui est fait dans la courte pointe. C'est Barthes qui dissocie légende ancrage et légende relais. On apporte différents éléments et notamment dans quel état la personne était lorsqu'elle a confectionné la courte pointe. Souvent, les personnes étaient confinées et ça favorisait leur rétablissement, leur guérison. Et l'autre point qui est intéressant aussi, donc, qui a cette idée aussi de justice, une dimension prospective pour pas que ça se reproduise, pour pas oublier certaines personnes. Et puis, l'autre point qui est intéressant, c'est à droite notamment, on utilise pour construire le carré des vêtements qui ont appartenu aux défunts, que ce soit des chemises, que ce soit une cravate, et ainsi de suite. Là, pareil, Sarah Oliver, c'est une proche qui offrait à chaque fois une jupe quand elles allaient à Disneyland, et là, qui décide de faire le carré au sein de cette jupe. Après, une cinquième forme, les plateformes de collecte de témoignages. Quand on a fait la recherche, on est tombé sur un certain nombre de sites en français, en anglais, qui collectent des témoignages. Mais par rapport à ces collectes de témoignages, j'ai aucune idée de ce que c'est. En termes de, est-ce qu'il s'agit d'une page avec une coquille vide ou est-ce qu'il y a déjà des centaines de personnes qui ont déposé. Donc là, je vous en ai mis un, lieu de mémoire numérique. C'est l'Institut Covid-19 ad memoriam qui l'a développé. Histoire de crise, venez raconter votre vécu du Covid-19 sur Histoire de crise. Donc là, on vous invite à témoigner. Mais il n'y a que ça. Il n'y a pas de témoignage déjà présenté. Ça change les autres. Donc quand tu es face à ça, tu te dis, est-ce que je vais me lancer? Il y a toujours cette idée de modèle. J'ai vu un modèle, donc je sais comment m'y prendre. Mais là, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, si c'est vraiment actif, nourri, ou alors si on a peu d'éléments. Après, un autre élément, là, on va juste se survoler. Dans l'appel à communication, on avait dit qu'on aborderait les murales et les graffitis. Mais là, on a un peu triché. Je vais vous expliquer pourquoi on a triché. Parce qu'on avait déjà nos deux corpus qui étaient conséquents. Et donc, la pandémie, on a tous vécu, c'est février-mars 2020. Et déjà en 2020, vous avez des ouvrages sur les murs du confinement, sur le street art et Covid-19, 600 graffitis, un autre encore en 2020. Et puis, quand on s'est amusé à fouiller, on s'est rendu compte qu'on était face à des milliers et des milliers de graffitis. Il aurait fallu soit que j'engage une dizaine d'auxiliaires de recherche, ou que je développe une intelligence artificielle pour analyser ça. Et il y a même des personnes qui ont créé des cartes interactives mondiales où on recense déjà les graffitis. Donc là, cet aspect-là, ça n'a pas encore été fait. Il y a 2 articles qui abordent cet aspect-là, mais ça nécessiterait d'autres recherches. Donc là, on aborde le deuxième aspect, les images de mémoriaux. Donc, nous avons analysé des photographies de mémoriaux de la Covid-19 au travers de Google Images qui proviennent qui accompagnent la majorité des articles de presse en provenance des États-Unis en langue anglaise. Et puis, on a pu discerner assez rapidement des mémoriaux permanents, semi-permanents ou temporaires, et ça dans différentes villes, que ce soit les capitales, Washington, Londres, Madrid, des grandes métropoles américaines, New York, Boston, Détroit, Chicago, anglaises, Glasgow, indiennes, Mumbai ou latino-américaines. Des villes moyennes et également des petites villes. Et puis, les espaces mémoriaux se trouvent dans des espaces mémoriels divers. Cimetières, espaces résidentiels publics, places publiques, parcs et jardins, rues et trottoirs, ponts, métros, etc.
Donc là, c'est une photographie d'une installation mémorielle à Madrid. Donc, de nombreux pays ont développé des commémorations officielles, mais n'ont pas développé des choses virtuelles de manière officielle, mais des choses plus tangibles, physiques. Donc là, c'est le cas du monument national espagnol, situé près de la place de Cibel à Madrid. Le brasier d'acier noir circulaire repose sur une vasque en acier, elle-même placée sur une plateforme de béton recouverte de granit. Et puis, vous avez le message suivant « Votre flamme ne disparaîtra jamais de nos cœurs », en hommage aux morts pendant la pandémie du Covid-19. Là, autre installation. Cette fois-ci, on est en Italie, à Codogna. Et puis, pareil, on est proche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est proche d'un hôpital. Il y a souvent des installations mémorielles qui se retrouvent proches des hôpitaux. Et là, on a 3 colonnes avec, en dessous, 3 termes, résilience, communauté et nouveau départ. Et cette œuvre a été réalisée par l'architecte Carlo Omini. Là, vous retrouvez, c'est au Brésil, à Rio de Janeiro, une autre forme, une sculpture, où, dans cette ville, il y a eu énormément de décès, de victimes de la Covid-19, et c'est une sculpture imposante en forme de ruban ondulant, en acier, long de 39 mètres et pesant 3 tonnes. Le mémorial infini, comme ils l'ont renommé, a été créé par l'architecte Crissa Santos. Là, vous retrouvez un autre mémorial, toujours proche d'un hôpital, et puis avec des figures qui représentent celles et ceux qui ont été affectés par la pandémie. Donc enfants, vieils hommes, bénévoles, infirmiers, infirmières, soignants, soignantes, policières, policiers, et puis personnes du corps professoral. Vous retrouvez également la même chose dans un mémorial en Inde, à Bombay, avec les corps professionnels qui sont représentés masqués. Après, on arrive sur une autre forme. Cette fois-ci, on utilise la pierre naturelle dans plusieurs monuments commémoratifs. On utilise des galets auxquels, sur les galets, on inscrit le nom de la défunte, son lieu de résidence, 1 ou 2 phrases, et puis ces galets peuvent être collés sur une colonne conique ou alors en forme de cœur. Et ça, on en retrouve dans différents pays. Et puis, elles peuvent accompagner également des plaques commémoratives. Après, des plaques commémoratives, c'est assez commun. On en a retrouvé énormément, beaucoup dans les différentes images. Des mémorials sur murets de briques, des plaques commémoratives sur bois. Il y avait différents matériaux qui ont été utilisés. Après, on avait des textes gravés où la liste des victimes est complétée quelquefois d'un dessin gravé. Et puis, une autre forme, c'était les murs de Covid. Donc là, c'est à Londres, où on compose des chœurs avec la personne défunte. Après, il y a une autre dynamique mémorielle qui s'est installée, c'est tout ce qui relevait de la plantation d'un arbre ou des arbres dans une forêt, qui constitue une autre stratégie mémorielle. Donc ça peut être en différents endroits, en mémoire des victimes mondiales ou alors en mémoire de victimes plus locales. Et puis c'était accompagné également d'une plaque mémorielle. Après, sur les installations mémorielles semi-permanentes, c'est tout ce qui relève de grilles. Donc là, elles sont soumises aux aléas de la météo. Et on utilise de grandes grilles où on peut accrocher différents supports. Ces grilles sont recouvertes d'affiches ou d'affichettes, incluant des photographies individuelles ou de la famille d'une victime accompagnées d'indications biographiques. Et puis, les messages sont assez stéréotypés, c'est en souvenir de... et puis, les motifs, c'est souvent main, croix, papillon, fleurs, etc. Après, vous retrouvez le même principe avec, cette fois-ci, des origamis
ou des fleurs. Des fleurs. Donc là, il y a un symbole avec la grue et la légende des 1000 grues. Une seule grue, c'est en vue de la guérison, du rétablissement d'un individu. Si tu en réalises 1000, c'est en vue un signe un symbole de paix. Donc je vous inviterai. Après, je poursuis rapidement les roses en papier ou en feutre insérées dans des grilles. Et puis le modèle du cœur qui est soit plein, soit brisé, qu'on va accrocher sur des grilles ou qu'on va planter dans différents endroits, accompagné de fleurs également en forme de cœur. Donc là, on retrouve le travail qui a déjà été présenté avec les drapeaux, renvoyant au drapeau américain. C'est soit le fruit d'artistes, ou là, en bas à droite, c'est le fruit de particuliers qui décident de planter un certain nombre de drapeaux. Donc là, c'est les personnes mortes, décédées, les défunts dans un état particulier, et il les a plantés à même son jardin. Donc là, après, on trouve l'idée de ruban avec un message dessus ou non qui peuvent être accrochés sur des arbres, sur des lignes ou sur des plaques, sur des grilles. Les fleurs en forme de cœur, on a déjà vu. Et puis, les installations de photographie. Ça, c'est assez récurrent. Soit c'est sur des grilles, soit c'est sur des montages photographiques, comme vous voyez en bas à droite, ou c'est planté à même des jardins ou des pièces publiques. La photographie, elle est assez présente aussi dans des installations d'artistes. Là, c'est vraiment intéressant. C'est dommage que j'ai pas assez de temps pour développer, mais c'est un artiste, Rafael Lozano Hemer, un artiste mexicain qui a développé, qui a jumelé un site virtuel et puis cette installation. On pense que c'est une imprimante, mais ce n'est pas tout à fait une imprimante, c'est une machine qui arrive à réaliser un portrait avec du sable. Donc vous arrivez donc c'est au musée de Brooksville, vous arrivez dans cette salle, vous avez un QR code, vous arrivez sur un site, vous pouvez rentrer la photographie d'un défunt. Une fois qu'elle est rentrée, vous avez une impression en sable du défunt, et une fois que cette impression est faite, il y a une photo qui est imprimée, qui est collée, qui jouxte le mur, et puis ça bascule, et le sable tombe, et c'est toujours le même sable qui est repris pour créer de nouveaux portraits de défunts. Et ce qui est intéressant par rapport à cette œuvre, c'est que le choix des photographies, c'est toujours des regards caméra. Et puis, sur le site, on peut, pareil, toujours ajouter un commentaire relais pour spécifier des aspects singuliers de qui était le défunt ou la défunte. En lien avec le numérique, c'est assez drôle, on utilise de plus en plus le numérique, notamment les tableaux numériques, mais dans toutes les recherches qu'on a faites, il y avait très peu de tableaux numériques de portraits numériques qui étaient utilisés. Hier, on en a parlé à un moment sur un site, comme quoi on pouvait faire dans un crématorium des vidéoconférences, transférer des images ou présenter le défunt au travers d'un portrait numérique. Un des rares exemples qu'on a trouvé ici, c'est en référence aux personnes décédées de la Covid-19 qui œuvraient dans le métro new-yorkais. Donc, ils ont placé des portraits numériques qui tournent en hommage à ces travailleurs. Après, un autre aspect qu'on a relevé, c'est tout ce qui relève des projections, du vidéomapping, où là, on diffuse sur des monuments, sur des ponts, sur des hôpitaux, et ainsi de suite, les noms des défunts ou les visages, les portraits des défunts. Et ça, vous pouvez le retrouver dans différents endroits.
sur des édifices publics importants, comme une cathédrale, un hôpital ou les surfaces offertes par des immeubles. Il y a aussi également des vidéos qui font partie de ces installations. Un autre aspect également qui est assez récurrent, c'est l'illumination dans des endroits assez symboliques. Ici, c'est les bords du bassin du Lincoln Memorial à Washington. C'est un lieu de mémoire essentiel où le nouveau président élu, Joe Biden, et la coprésidente Kamala Harris sont venus prononcer un discours avant leur cérémonie inaugurale pour rappeler les 400 000 morts américains à ce moment et réaffirmer le deuil national vécu. Et puis à droite, vous avez aussi l'utilisation d'illumination, de chandelles pour réaliser une forme géométrique ou dessiner un pays. Donc là, c'est l'Inde, et puis célébrer les défunts. Donc là, d'autres exemples encore, avec différents motifs. Et puis, vous avez aussi tout ce qui relève des installations artistiques au travers de chandelles. Là, à gauche, c'est le projet de Sonia Gutiérrez qui a aligné 212 lanternes en papier portant le nom de chaque victime au bord d'un trottoir d'une rue de Fayetteville en Arkansas, et de Linda Lorenzin qui a laissé dans la rivière Wallkill à Rifton dans l'État de New York 28 lanternes à raison d'une par semaine pour signifier les 28 semaines de confinement de 2020, avec pour chacune d'elles un texte qui explicitait le vécu et l'enfermement lors du confinement. D'autres installations, c'est les installations de chaises vides pour signifier à la fois l'absence et l'ampleur de la perte dans la population. Donc elles sont souvent alignées dans les parcs ou dans des terrains publics à des distances variées, rendant ainsi palpable la présence de l'absence. On retrouve aussi l'idée de simulacres, de cimetières, de tombes et de cimetières factices, des tombes et des cimetières en plastique avec certains éléments pour les personnaliser. Et puis, je m'arrête là pour les différentes formes de configuration et d'installation qu'on a relevées au travers de cette étude. Et je vous remercie pour votre écoute.